Hello, yo, bonjour, hola. Bon, j'ai décidé de commencer mon podcast un peu différemment que d'habitude. On dirait que j'ai l'impression que je commence toujours de la même manière. Fait que je me suis dit aujourd'hui, je me mets le défi, puis je sais pas si c'est meilleur. Je sais pas si c'est meilleur que d'habitude, mais je le sais que vous êtes plusieurs à attendre ce podcast-là aujourd'hui. Je vais parler en fait de mon lancement des communicatrices flyées. À chaque fois que je fais des lancements, ben des gros surtout là, quand je fais des petits lancements, je fais pas nécessairement d'épisodes, mais à chaque fois que je fais des gros lancements, c'est une habitude. À chaque année, je fais un épisode pour venir décortiquer, faire l'autopsie de mon lancement et je vous donne tout en détail avec transparence, les bons coups, les moins bons coups. Entre autres, ce que j'ai décidé de te parler aujourd'hui, parce que, tu sais, à chaque fois, j'essaie toujours d'arriver avec peut-être des nouveautés, des nouvelles choses, mais aujourd'hui, mon but, c'est de te parler pourquoi est-ce que ce lancement-là a été le plus stressant et le plus excitant à la fois de mon entreprise depuis le début. Fait que je vais te parler de ça. Ensuite, je vais te parler des chiffres. Donc, on va décortiquer ensemble les chiffres du lancement et je vais te partager mes 5 stratégies principales que j'ai utilisées durant le lancement. Fait que ça va être un gros épisode. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de chiffres. D'ailleurs, je garde tous mes chiffres avec moi parce que il y en a tellement, on dirait, de chiffres. Puis, tu sais, j'ai aussi coupé, là, parce qu'à un moment donné, des chiffres, on dirait qu'on en aurait 116, puis il y a bien des pourcentages, puis des stats, ça finit pas. J'ai sorti ce que je trouvais important, puis ce que je trouvais intéressant aussi pour toi qui écoutes le podcast. Es-tu prête à embarquer dans l'autopsie, le behind the scene de mon lancement? Ben, j'ai entendu. Tu m'as dit oui. Fait qu'on y va. Fait que, dans le fond, la première chose que je veux te parler, c'est pourquoi est-ce que ce lancement-là a été le plus stressant, mais le plus excitant à la fois? Tu sais, des fois, il y a des moments dans notre vie où est-ce que on se sent stressé, mais ça nous excite en même temps. Quand on prend des grandes décisions, quand j'ai vendu ma maison, je me suis sentie comme ça. Quand j'ai acheté la maison au Costa Rica, je me suis aussi sentie comme ça. Et c'est exactement le même feeling avec ce lancement-là, pour plusieurs raisons. Ce qui m'a vraiment stressée, si on commence avec le stress, c'est que j'ai eu un modèle d'affaires dans les dernières années qui était de lancer les communicatrices flyées à peu près aux 3 mois. 3 mois, 4 mois, je lançais les communicatrices flyées. Fait que ça m'amenait toujours un revenu récurrent dans ma business. Depuis le début de mon entreprise, c'est comme ça. L'année passée, je t'ai parlé d'un moment où est-ce que j'ai eu besoin de prendre un recul sur mon entreprise, de réfléchir. J'ai décidé de ne pas relancer les communicatrices flyées. Donc, j'ai fait du déni sur le fait que il allait plus avoir de revenus récurrents dans ma business à partir du mois juillet août, genre. Et normalement, j'aurais relancé parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Je relance, puis ça ramène du revenu récurrent et voilà, et ça va bien, l'entreprise continue de faire son chemin. Mais l'année passée, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de déni parce que, ben, l'année passée, c'est cette année, là, l'année finie, là, elle n'est pas encore finie, mais début de l'année, j'ai fait du déni parce que je le savais qu'il y allait avoir moins de rentrées d'argent durant l'été, mais j'ai pas prévu rien vraiment lancer. Fait septembre-octobre ont été les mois financiers les plus difficiles de mon entreprise. Septembre, plus août septembre que septembre-octobre, parce que le lancement est en octobre. Fait que, mettons, août-septembre ont été les mois les plus difficiles dans mon entreprise. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que j'ai une équipe. Ça n'a pas été facile parce que j'arrivais pas à avoir le revenu suffisant pour couvrir tous mes frais. Mais j'avais quand même une marge, j'avais quand même des options, sauf que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup stressé. Fait que ça m'a stressé parce que je savais même pas qu'est-ce qui allait se passer, tu sais, je savais pas comment le lancement allait se passer, je savais pas si ça allait bien se passer. Fait que j'ai eu beaucoup de stress. C'était la première fois de ma vie que je vivais du stress financier. Je vais pouvoir t'en reparler dans un épisode complet un petit peu plus en profondeur où je vais te parler de ça. Mais tout ça pour dire que le fait que j'ai eu 2 mois qui ont été plus difficiles, puis tu sais, dans une business où tu as besoin de faire 300 000 par année minimum pour couvrir tes frais fixes, quand tu as un moins bon mois, là, ça paraît en tabarouette. C'est pas juste quand j'avais une entreprise à 100 000, ça paraissait moins, mais là, aujourd'hui, ça paraît plus. C'est comme si la stabilité est quelque chose d'essentiel pour scaler. Mais c'est correct, j'ai appris de ça cette année. Mais tout ça pour dire que ça a été mon moment de stress.
Ce qui m'excitait, par exemple, c'est que oui, j'ai fait du déni. J'aurais dû penser à ça. Il aurait fallu que je mette des choses en place quand même d'avance, mais j'étais vraiment dans une période de chaos, une période de réflexion. J'avais besoin de me réaligner. Fait que, tu sais, je pense que dans la vie, rien n'arrive pour rien. Puis quand on vit ces choses-là, c'est pour nous amener vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur après. Ben, c'est ce qui s'est passé parce que dans cette période de flou que j'ai vécu, je me suis vraiment réalignée à un message hyper puissant. Tu le connais, là, mon message. Fait que je vais pas tout le répéter, mais j'ai fait un 360 avec les communicatrices flyées. J'ai changé mon message. J'ai changé mon identité. Fait que là, maintenant, je suis la coach en communication et en prise de parole. J'ai vraiment tout modifié mon coaching pour que maintenant, ce soit ça qui soit mis de l'avant au lieu d'être juste les médias sociaux. Maintenant, j'aide les femmes à prendre parole en public pour faire des conférences, des ateliers, des webinaires, des vidéos pour leur gestion d'équipe. Et c'était quelque chose qui, moi, m'allumait et je sentais vraiment un besoin dans le marché. Fait que j'ai comme tout repositionné mon offre, repositionné mon identité. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, mais du travail qui, pendant ce temps-là, ben, générait pas nécessairement d'argent. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a eu un stress à travers ça. Parce que, tu sais, quand tu fais des switches comme ça, ben, il y a ça qui peut se passer. Mais là, j'ai appris que la prochaine fois que je fais un switch, je vais le préparer dans mon agenda, dans mon horaire. Puis je vais préparer aussi la trésorerie en conséquence. Ça, je l'ai appris. Mais ça a été comme ça que je l'ai vécu cette année. Donc, à la fois, je le filais, là, tu sais, comme profondément en moi, je le savais comme que ça allait marcher, j'y croyais, tu sais, mais c'était nouveau. Puis dans tout aspect de nouveauté, ben, il y a toujours cette possibilité-là que ça fonctionne pas. Dans tout aspect de nouveauté, il y a cette possibilité-là que ça marche pas. Tu le sais pas. Est-ce que mon monde va me suivre? En plus, cette année, on a décidé de s'adresser aussi aux femmes professionnelles, pas juste aux entrepreneurs. Est-ce que les filles qui me suivaient dans les dernières années parce qu'ils prenaient mes formations de médias sociaux vont embarquer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, fait qu'il y a comme toujours une part d'incertitude là-dedans. Mais en même temps, je le filais. Mon équipe aussi aimait le nouveau message parce que là, maintenant, j'intégrais encore plus mon équipe dans ma formation vu que on a toutes des skills dans la communication. Tu sais, avant, quand j'étais dans les médias sociaux, c'était vraiment mes compétences à moi, les médias sociaux. Mais la communication, la prise de parole, c'est les skills à Émilie, c'est les skills à Catherine, parce que Émilie est comédienne, Catherine a travaillé à TVA, à Radio-Canada, puis Phil a travaillé dans le domaine aussi des communications. Fait que c'est comme si ça venait rallier toutes les compétences de mon équipe. Fait que, tu sais, ça a créé une motivation, ce changement-là. Fait que c'est ce qui fait que j'étais excitée. Puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir dans tout le processus de création que je vais parler un petit peu plus tard, mais on a eu vraiment du fun. Fait que ça a été le lancement le plus stressant et le plus excitant. Puis il y avait aussi tout le mindset de récession, de les gens n'ont plus d'argent pour les formations en ligne. J'avais des amis à moi qui ont eu des lancements qui ont un petit peu moins bien été. Fait que ça aussi, ça peut rentrer dans le facteur stress. Mais j'y croyais tellement que ça aussi, ça l'a aidé tout au long du lancement. Ensuite, on a eu un lancement de feu, on a eu un lancement de fou. Les résultats ont été à la hauteur du travail qu'on a mis, du travail qu'on a fait, du réajustement, du rebranding, du repositionnement. Et ça a vraiment eu un impact positif. J'ai fait les chiffres officiels parce que la semaine passée, il me manquait certains chiffres. Il y a des filles qui se sont aussi abonnées un peu sur le tard, mais officiellement, je peux vous donner les chiffres. Ce lancement-là a été un lancement, puis là, je te donne les chiffres bruts, évidemment. Là, donc, il n'y a pas les taxes là-dedans, tout ça. Fait que vraiment brut. Qu'est-ce qui reste dans nos poches? Puis je vais te calculer aussi les dépenses une fois qu'on a payé la pub, etc. Fait que brut, le lancement, ça a été 250 000 et 37 dollars. C'est important, le 37 dollars. 250 000 si on l'arrondit. Fait que ça a été ça, le chiffre du lancement. Ça a été aussi gros pour moi que le lancement que j'ai fait durant la pandémie, qui a été un de mes plus gros lancements. Fait que peux-tu t'imaginer comment je me suis sentie fière alors que les gens parlent de récession, alors que les gens disent qu'il n'y a plus d'argent à faire en ligne? Wow! J'étais allumée comme un sapin de Noël. Vraiment. Vraiment contente, vraiment heureuse, vraiment satisfaite des chiffres. Et en même temps, on a tellement mis d'énergie, d'efforts. On a travaillé bien
dans ce lancement-là. Le travail de toute l'équipe a été incroyable. Je me disais, si ça marche pas, je peux pas y croire. Genre, je pouvais pas croire. C'était même pas dans mes options que ça marche pas, tu sais. Même si il y a tout le temps de partie de toi que tu lâches prise parce que tu le sais pas, tu sais. Fait que les chiffres, ça a été ça. On va les décortiquer un peu ensemble. Fait que 250 037, c'est ce que ça a rapporté. En gros, ça a été 100 ventes. 100 ventes, 87 communicatrices flyées réguliers, plus 13 filles en VIP. Donc, cette année, j'ai aussi décidé de lancer un VIP où je permets à des femmes de monter sur un stage puis de présenter leur conférence, soit pour la première fois où il y a des filles qui ont déjà fait des conférences mais qui veulent en retravailler une avec moi. Donc, j'ai ajouté ça. Ça a été hyper populaire, le volet VIP. Pour vrai, au début, je me disais, je lance ça, puis je vais peut-être avoir 5 filles. Je m'étais mis comme maximum d'en avoir 10. Finalement, ça a tellement été populaire que j'ai étiré à 12 et je m'étais dit 12, je ne peux pas dépasser ça. Puis finalement, j'étais allée à 13 parce qu'il y avait 2 amis à la fin. Je voulais que les 2 amis embarquent, tu sais. Mais c'est exceptionnel, le succès du VIP. Fait que c'est sûr qu'il y a de fortes chances, en fait. Je dis c'est sûr, mais il y a de fortes chances que je refasse le VIP l'année prochaine. Ça, c'est clair. Si on décortique ensemble, puis on fait un peu l'autopsie des chiffres. Évidemment, je te donnerai pas tous les chiffres parce que sinon, c'est long puis on passerait tout l'épisode de podcast là-dessus. Mais en gros, là, je t'ai dit que c'est un lancement à 250, mais c'est un lancement plus à 270 000 si on calcule aussi l'affiliation là-dedans. Parce que cette année, j'ai eu une affiliée pour la première fois. Fait qu'au total, j'ai dit 250, mais c'est 270 000 bruts qu'on a fait dans ce lancement-là. Évidemment, il y a eu des dépenses. Il y a eu de l'argent aussi qui est allé à l'affiliation. Fait que, tu sais, si on enlève tout ça, là, mettons, on prend le 270 000, je peux te dire ça a été quoi mes dépenses principales. Il y a eu 33 496 qui est allé en publicité. Il y a eu aussi un 20 000 qui est allé à l'affiliation. Et pour ce qui est des coûts par rapport aux photoshoots qu'on a fait, par rapport au Airbnb qu'on a loué durant le lancement, les costumes, je me suis fait faire une robe post-it cette année, des petits costumes pour mon photoshoot, on a calculé que les coûts photo-costume, 3 395 le Airbnb puis la bouffe avec l'équipe, 2 000 puis, si on calcule qu'il a fallu que j'investisse aussi pour Audrey qui s'occupe de ma publicité, c'est à peu près 12 000 Fait que si on calcule Audrey, 12 000 33 496 pour le budget publicitaire, 3 395 photos plus costumes, 2 000 Airbnb puis la bouffe, plus le 20 000 qui va à l'affiliation. Si j'arrondis, on est à 70 000 de dépenses pour ce lancement-là. Fait que sur un lancement à 270 000, il me reste 200 000 dans mes poches, ce qui est exceptionnel. Ce qui fait un pourcentage de 74 de profit pour ce lancement-là, ce qui est extraordinaire. Tu sais, des fois, dans un lancement, on va faire du 30 on va faire du 40 tu sais, on va faire 50 là, c'est du 74 ce qui est extraordinaire. Puis même des lancements que j'ai faits où j'ai eu moins de profit que ça, là, tu sais, avec toutes les dépenses que ça a coûté, le marketing, la pub, les photos, la vidéo. Tu sais, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir beaucoup de ressources, nous, dans mon équipe à l'interne aussi, là, tu sais, Phil fait la vidéo, fait le montage, fait que c'est comme dans son salaire, Émilie est comédienne, tu sais, tout le monde a participé dans les sketchs, puis tu sais, ça fait partie de leur salaire annuel. Fait que, tu sais, il y a quand même des coûts qui ont été réduits à ce niveau-là. Fait que ça n'a pas coûté trop cher, je trouve, pour tous les concepts créatifs. Ça a été un des gros avantages, tu sais, dans le sens que si tu regardes que le photoshoot, puis la robe post tout ça, tout le kit, là, puis les costumes, ça a coûté comme 3 395. C'est rien parce que ça fait partie des gros highlights du lancement que je vais te parler un peu plus tard. Fait que, tu sais, je suis vraiment très heureuse de ce que ça a donné au final comme profit une fois les dépenses faites. Puis, si je te parle justement de stratégie, ça a été quoi les 5 stratégies pour ce lancement-là que j'ai mis en place? Première stratégie de marketing par courriel, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une stratégie qui a fonctionné très bien. La stratégie de marketing par courriel, moi, sincèrement, s'il y a un endroit où je vends
beaucoup, c'est par courriel. Pendant longtemps, là, les courriels, ça me faisait chier. Je me disais, ça marche pas, les gens, ils ouvrent pas leur courriel. Je me fiais peut-être un petit peu à mon comportement, à moi personnel. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur mes courriels dans la vie, même que c'est un peu un running gag. Puis sur ma boîte vocale de mon téléphone, quand les gens m'appellent, ça dit, si tu veux être sûr que je te réponds, envoie-moi un message sur Messenger parce que je ne réponds ni à mon téléphone ni à mes courriels, tu sais. Fait que c'est pas moi qui consomme le plus de courriels. Par contre, quand il y a des bons courriels, tu sais, je pense à Alex Martel qui fait des bons courriels, Guillaume Bareil fait des bons courriels. J'aime beaucoup les courriels aussi aux États-Unis de Alex Catoni. Fait que, tu sais, comme quand j'ai des courriels que j'aime de marketeurs que je suis, de gens que je trouve bons dans le marketing par courriel, là, je vais me les mettre des fois dans ma petite boîte, puis je vais les lire plus tard parce que je le vois comme un contenu pertinent à consommer. Mais avant, j'aurais pas pensé que ça aurait été une des stratégies les plus importantes pour moi. Parce que, tu sais, il y a quand même eu 21 ventes qui se sont faites en pré-vente. Puis ces 21 ventes-là qui se sont faites en pré-vente, c'est uniquement parce que j'ai envoyé genre 2, 3 courriels, pas plus, là. On s'entend que 2, 3 courriels, pas plus, pour 21 ventes à 2000, c'est assez extraordinaire. Fait que c'est vraiment une des stratégies qui a le plus marché pour moi cette année, les courriels, parce que il y a aussi eu le fait que j'ai envoyé des courriels toute l'année. Fait que je considère pas que c'est les courriels du lancement, mais les courriels annuels qui ont eu un impact sur le lancement. Parce que toute l'année, j'ai envoyé un courriel presque à chaque semaine. Même toute l'année, peut-être depuis mois de ben, presque toute l'année, honnêtement. Presque toute l'année. Peut-être de mois de mars, avril, j'ai commencé à envoyer des courriels plus hebdomadaires. Avant, j'en envoyais peut-être 2 fois par mois. J'ai commencé à être plus sur un rythme hebdomadaire. Puis, j'ai envoyé des courriels à toutes les semaines jusqu'à la fin du lancement. Là, je l'ai un petit peu ralenti parce que je voulais juste donner un break à ma communauté. Mais je vais recommencer là, très bientôt, là, dès la semaine prochaine ou la semaine suivante, je vais commencer avec un courriel par semaine et ce jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au lancement. En fait, ça fait partie des habitudes que j'ai développées aussi d'envoyer un courriel par semaine à ma communauté. Mais pas n'importe quel courriel. Toute l'année, j'ai envoyé des courriels de valeur, des courriels avec des outils, des courriels avec des enseignements, des courriels où je partage des parcelles de mon histoire, des parcelles de ce que je suis en train de vivre dans ma vie et je vends presque rien, tu sais. Je vends un petit peu, mais comme pas des grosses ventes, puis j'envoie 80% de mon contenu, c'est du contenu de valeur éducatif pour aider ma clientèle à aider mon monde, puis 20% c'est de la vente. Et c'est ce qui fait que quand j'arrive avec une vente, il y a plus un effet d'excitation qui se crée qu'un effet de ah, je vais me désabonner. J'ai pas eu tant de désabonnements. J'en ai eu, mais j'ai pas le pourcentage, là, mais j'avais regardé, puis j'ai pas eu tant de désabonnements. J'en ai eu vraiment dans la période de vente parce que là, tu sais, j'ai envoyé un courriel 1 fois par semaine pendant presque un an. Quand je suis arrivée en lancement, dans le fond, là, j'ai accéléré la cadence avec un courriel par semaine pendant à peu près 10 jours pendant la période de vente. Fait que, tu sais, c'est sûr que pendant la période de vente, il y a eu plus de désinscriptions, ce qui est tout à fait normal. Ça fait partie de la game. C'est sûr que quand tu envoies un courriel de vente à chaque jour, il y a des gens qui vont se désabonner et c'est OK. Parce qu'il y a aussi des gens qui achètent et c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais moi, je me sens moins mal maintenant parce qu'avant, je me sentais, on dirait, mal d'envoyer des courriels de vente, alors que là, je donne tellement de contenu de valeur dans l'année, puis j'envoie tellement de contenu avec des trucs, des outils, de l'éducation que pourquoi je me sentirais mal de vendre, tu sais? En plus, je sais que mon produit est incroyable puis il peut aider des femmes. Donc, ça a été vraiment une stratégie qui a super bien fonctionné. Toute l'année, courriel de manière hebdomadaire. Dans la pré-vente, j'ai fait 3 courriels pour dire qu'il y avait une pré-vente. C'était assez léger, honnêtement. J'ai aussi contacté en privé ma liste d'attente. Fait que j'ai contacté les filles qui étaient sur ma liste d'attente en privé. Les filles qui m'ont pas répondu, je leur ai renvoyé un courriel. Fait qu'il y a eu peut-être 3 courriels pendant la pré-vente. Et pendant la période de vente qui a duré 10 jours, qui a commencé le 16 octobre, ben là, j'ai envoyé un courriel à chaque jour. Mais je dirais que
les 5 premiers jours, c'était vraiment pour que les gens écoutent les replays de ma semaine d'immersion que j'ai faite, qui était mon 5 jours gratuit Communique avec impact et authenticité. Fait que c'est sûr que c'était plus axé sur écoute le replay, écoute le replay. Puis la 6e journée, là, j'ai commencé à parler des bonus. J'ai commencé à parler du fait qu'il y avait jusqu'à telle date pour s'inscrire. Fait que les premiers jours, j'étais pas vraiment dans vente, j'étais vraiment plus dans aller écouter le contenu, aller écouter les replays. Donc, voilà, stratégie d'infolette, c'est sûr que je le refais parce que j'ai vu aussi que des fois, il y a des stats qui sont un petit peu plus durs à aller chercher parce que, mettons exemple, dans les statistiques publicitaires, on voit des fois qu'il y a une vente qui est rentrée. Fait qu'on, ça dit comme si c'était la pub qui avait fait rentrer la vente, sauf que moi, je vois que la vente a été faite après mon courriel. Des fois, c'est difficile parce que tu as tes stats de courriel puis tu as tes stats de publicité. Donc, c'est difficile des fois de savoir, OK, mais c'est-tu vraiment le courriel ou c'est-tu vraiment la publicité? Les gens, des fois, en plus, ils vont aller cliquer dans le courriel, mais après, c'est à travers la publicité qu'ils achètent. Fait que ça, je trouve que ça commence des fois à être un peu complexe quand on analyse. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que j'envoyais un courriel pendant la période de vente, je voyais des ventes rentrer dans Stripe ou dans PayPal. Donc, ça a eu un impact très positif. Puis on le voit aussi avec la pré-vente, qu'il y a quand même eu 21 ventes qui se sont faites à travers les infolettes. Donc, stratégie d'infolette, ça a super bien fonctionné. Deuxième stratégie, stratégie de contenu. Et la stratégie de contenu a vraiment, 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 vraiment très bien fonctionné. Cette année, je suis allée avec un concept vraiment cool. C'est sûr que moi, tout le côté créatif, c'est ma force. À chaque année, c'est ce qui fait qu'on se démarque d'y aller avec quelque chose de flyé à mon image. Cette année, je me suis fait faire une jupe post-it. La jupe post-it que Kim McKelloch m'a fait a été incroyable. Elle était tellement belle qu'il y a des gens qui pensaient que ça avait été fait avec l'intelligence artificielle. Puis, ben, ça a vraiment marché. Comme tous les outils gratuits que j'ai fait la promotion avec des photos de moi, de mon photoshoot. Et cette année, j'avais aussi sorti 4 archétypes. La visionnaire rêveuse, l'imposteur. J'avais aussi sorti la perfectionniste et l'invisible. Fait que j'avais vraiment fait un concept photo et même un concept avec mon équipe de sketch pour qu'on soit capable de mettre de l'avant chacun de ces profils-là qui représentent mes 4 clientes idéales. Fait que c'était vraiment génial parce que mes photos étaient super concept. J'avais la visionnaire rêveuse, j'avais justement la jupe post-it, j'avais l'imposteur que elle, ben, elle se regarde dans le miroir. J'ai mis la perfectionniste où est-ce que j'avais mis un pantin parce qu'on a l'impression des fois de se contrôler quand on est perfectionniste. L'invisible, j'avais un masque avec des fleurs que Kim aussi m'avait fait qui représentait un peu la femme qui ose pas s'exprimer. L'imposteur, il y avait d'autres choses aussi. Tantôt, j'ai dit avec un miroir, mais il y avait des photos avec des masques. Bref, tout était réfléchi. Tout était vraiment incroyable du côté créatif. Puis on a fait des sketchs aussi pour chaque archétype, ce qui fait que les gens se sont beaucoup retrouvés. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sketchs qu'on a fait qui sont devenus virales. Donc, beaucoup de contenus que j'ai fait en Reels, les contenus ont commencé là en mai, juin. Fait que là, le lancement est en octobre, mais en mai, je suis déjà en train de donner des contenus, créer des publications, faire des reels, créer un espèce de mouvement, de momentum. Et j'ai lancé en juillet le magazine qui était Communique avec impact. Puis je parlais d'intelligence artificielle. Le magazine a vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. En plus, avec l'image, avec la jupe de post-it. Bref, ça a été très, très fort, tout le contenu qui a été créé en lien avec ça, les sketchs avec l'équipe. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est vraiment la force de mes lancements, moi, la création de contenu, puis tout ce qui est créatif, les concepts en arrière. Puis tu sais, on le voit que beaucoup de gens qui réussissent en ligne, c'est des gens qui ont des concepts. Fait que moi, je crois beaucoup à cette partie-là de la stratégie de créer des concepts puissants et forts qui fait que les gens te voient et se souviennent de toi et ça crée des émotions chez les autres. Troisième stratégie que je veux te parler, c'est la stratégie d'affiliation. C'est la première fois que je faisais une stratégie d'affiliation. Donc, je me suis affiliée avec Jacinthe Carrier. J'aime beaucoup cette femme-là. Elle me suit depuis des années. J'achète son calendrier Astro depuis des années parce que c'est ce qui m'aide à choisir les dates de mon lancement. Et on a décidé de faire une affiliation ensemble. Je voulais que ce soit léger
parce que c'était la première fois que je faisais ça. Je voulais pas plus qu'une affiliée, mais ça a été vraiment, vraiment positif, notre affiliation ensemble. Et ça m'a quand même apporté 24 nouvelles clientes que j'aurais pas eues si j'avais pas eu l'affiliation. Fait que, tu sais, ça a été super, super, super positif pour moi de faire ce travail-là. Et d'ailleurs, cette stratégie-là, je pense la doubler et la tripler et même la quadrupler l'année prochaine pour peut-être aller me chercher 4 affiliés au total. Je veux pas y aller trop gros, tu sais, je veux pas me dire je vais en avoir 10 l'année prochaine, mais si j'en avais 4, ben je me dis, hey, je pourrais aller me chercher peut-être un 100 000 comme ça. Je pourrais peut-être aller me chercher un 200 000 comme ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Puis c'était super agréable aussi avec Jacinthe parce que j'étais allée faire un webinaire avec elle, un atelier avec ses clientes. J'ai fait quelques lives avec elle. Puis tu sais, quand tu es avec des gens avec qui ça connecte, avec qui c'est facile, c'est fluide. J'ai vraiment aimé ça. Fait que ça, je le referai. C'est sûr qu'il faut que je le prévoie dans mon horaire parce que fallait quand même que je mette des lives. C'était quand même pas trop exigeant là, avec une affiliée. Là. J'avais comme 3 interventions à faire avec Jacinthe. J'y fournissais aussi mon matériel. Mais si, mettons, j'en ai 4, ben, il va falloir que j'y pense puis que je le mette dans mon horaire. L'autre stratégie, c'est la stratégie, évidemment, publicitaire. Donc, on a investi de la publicité. Je t'ai donné un peu les chiffres au début, mais je vais te les redonner, les chiffres de publicité, comment j'ai fonctionné avec mon budget. Je l'ai étalé comment? Parce qu'il y a beaucoup de filles qui me posent ça comme question des fois en coaching. Steph, comment ça marche ton budget publicitaire? Là, nous, on avait calculé qu'on voulait aller ramasser autour de 10 000 leads. Donc, on avait calculé un budget publicitaire à la base de 45 000 $ pour aller chercher à peu près 10 000 leads. Finalement, ça nous a coûté un peu moins cher, mais avec justement les dépenses liées à Audrey que je paye pour la publicité, là, pour son travail à elle, ben, ça revient pas mal au prix qu'on s'était fixé. Donc, on a investi au total en publicité 33 496. 90% de notre budget était au Canada, 10% en Europe. Ça se reflète vraiment dans les ventes parce que j'ai pas eu tant de ventes en Europe. Ça, c'est ma déception de l'année, honnêtement, parce que j'ai quand même envie de développer le marché européen, mais en même temps, c'est un peu un choix en lien avec les gens qui écoutent mon podcast. C'est 16% des gens qui m'écoutent en Europe. Fait qu'on a divisé le budget en fonction de ça. Mais l'année prochaine, dans mes stratégies, je veux encore plus développer le marché européen, peut-être aller me chercher un affilié en Europe. Mais en termes de vente européenne, cette année, on en a moins. On en a moins, mais c'est aussi le fait qu'on a mis peut-être un peu moins notre stratégie là-dedans. Je devais aussi avoir des entrevues dans mon podcast d'Europe, puis finalement, j'en ai pas eu. Ça aussi, dans ma stratégie de contenu, j'avais mis des entrevues dans mes podcasts, dont avec François Lemay, avec Nathalie aussi, sa conjointe, avec Robert Savoie, avec Nathalie Tremblay. Mon but, c'était aussi d'avoir des gens de l'Europe, puis finalement, ben, ça a donné que c'était pas comme ça que ça s'est passé. Puis, tu sais, j'avais lancé un peu des perches, puis c'est premier arrivé, premier servi, parce qu'en même temps, d'une certaine façon, je pouvais pas faire 50 entrevues non plus. Je voulais me garder des épisodes à moi. Donc, ça fait en sorte que j'ai pas eu d'entrevue vraiment de l'Europe. Fait que ça a eu un impact. Fait que si on regarde les Européennes qui sont dans la formation, j'ai de la misère à avoir le chiffre exact parce qu'il y a des filles qui ont acheté dans différentes phases. Fait que je vais te donner un approximatif de l'Europe, là, mais en des filles européennes, j'en ai peut-être à peu près une vingtaine sur 100. Fait que ça équivaut aussi à notre budget qu'on a mis, puis tu sais, ça équivaut à ça, mais l'année prochaine, j'aimerais vraiment ça aller chercher plus de Françaises. Je les adore, les Européennes, j'ai le goût de les avoir dans mon groupe. Fait que l'année prochaine, on pourra mettre un petit peu plus d'accent sur cette stratégie-là. Fait que si on retourne avec le budget, j'avais mis 33 496 de budget publicitaire, 90% au Canada, 10% en Europe, 70% du budget était prévu pour aller chercher des leads. Cette année, on a fait bien des affaires pour aller chercher des leads, je vous dirais. Tu sais, d'habitude, là, dans les autres années, là, j'allais chercher toutes mes leads pour l'événement. Presque uniquement toutes mes leads que j'allais chercher, c'était la semaine de live que je fais, la semaine de challenge, la semaine de défi. Mais là, moi, je me disais, il y a tellement de challenges de nos jours, il y a tellement de défis
Puis j'avais du feedback de collègues à moi qui me disaient que le taux de présence était de moins en moins élevé dans les challenges, dans les défis. Fait que là, je me disais, je peux pas mettre toute ma stratégie sur une semaine de live, une semaine de lancement, parce que si les gens sont pas au rendez-vous, ça veut pas dire que c'est pas des clients potentiels pour mon programme, pour mon accompagnement des communicatrices flyées. Fait que là, j'étais comme, ouais, je peux pas mettre toutes mes œufs dans le même panier. Fait que cette année, je suis allée vraiment avec une stratégie multiple en termes d'aller chercher des leads et j'ai commencé ça assez tôt. J'ai commencé à aller chercher des leads au mois d'août pour mon magazine en lien avec l'intelligence artificielle puis la communication. Après, en septembre, j'ai lancé un quiz aussi avec les 4 postures de communication, les 4 archétypes. Les gens pouvaient faire un quiz pour savoir c'était quoi leur archétype de communication. Et j'ai lancé aussi la semaine d'immersion. Donc, on a fait plusieurs choses pour aller chercher des leads, ce qui fait qu'on a atteint notre objectif de 10 000 leads. Fait qu'on est allé en chercher là, 10 118 au total. Mais j'ai pas l'impression que la stratégie a été optimale, dans le sens que oui, on est allé chercher des leads, mais si je regarde le nombre de ventes par rapport au nombre de leads, on est allé chercher 100 ventes sur 10 118 leads, c'est un taux de conversion de 1%, ce qui est pas énorme. En même temps, si on regarde le lancement, somme toute, on s'entend que j'ai fait un super beau lancement, puis j'ai fait 74% de profit, puis il me reste 200 000 dans mes poches, c'est incroyable. Mais si on parle juste de l'aspect leads, je pense que ce qui explique ça, c'est entre autres qu'on avait trop d'affaires. Je regrette pas d'avoir lancé le magazine et aussi la semaine parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas consommé la semaine d'immersion. Et il y a des personnes qui étaient quand même intéressées par les communicatrices flyées, mais qui n'avaient pas le temps d'écouter 1 heure de live par jour. Ce que je trouve normal. En plus, moi, des fois, mes lives duraient 1 heure et demie, là, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a le temps de passer 1 heure et demie par jour à écouter des lives, même si je me suis assurée que ce soit divertissant, puis le fun, puis c'est pas tout le monde qui peut prendre ce temps-là. Fait que le fait d'avoir le magazine, le fait d'avoir le quiz aussi, a fait en sorte que j'ai pu continuer de bâtir une relation hebdomadaire avec les gens, avec mes podcasts, avec mon infolette. Fait que ma stratégie de contenu a fait en sorte que j'ai pu aller vendre à des personnes qui auraient peut-être pas acheté s'il y avait juste eu la semaine d'immersion. Par contre, le fait on avait le quiz, qu'on avait le magazine, puis qu'on avait l'immersion, à un moment donné, ça devenait mélangeant pour mon monde. Fait que j'ai réalisé que les gens savaient plus sur le magazine, sur la semaine, sur le quiz. Fait qu'il y avait peut-être un outil de trop. Il y avait une façon de trop, selon moi, d'aller récolter des leads. Ce qui a super bien fonctionné, c'est le magazine. Mais là, le quiz puis l'immersion, il était en même temps. Fait que les gens pouvaient télécharger autant faire le quiz que rentrer dans l'immersion en même temps. Puis c'est là, à un moment donné, que je chantais que les gens y étaient mélangés. Puis là, j'ai réajusté le tir, puis j'ai dit à Audrey, on enlève le quiz. J'ai pris énormément de temps à monter ce quiz-là. Ça a pris beaucoup de temps. Puis c'est sûr que ça a été une déception parce que j'aurais aimé ça qui marche plus, mais il y avait trop de choses en même temps. Donc, voilà. Mais en même temps, c'est correct. J'ai testé, puis là, ben, ça me permet de me réajuster, puis que peut-être l'année prochaine, je vais avoir un outil gratuit plus ma semaine de live. Et j'ai aussi pensé que ça pourrait être le fun l'année prochaine d'avoir, mettons, la semaine de live plus un petit recap de 2 heures du contenu de la semaine de live pour les gens qui, justement, n'ont pas le temps de réécouter en recap ou en replay la semaine de live. Je l'ai faite en allant sélectionner les meilleurs moments, puis j'ai fait un courriel avec les meilleurs moments. Ça l'a aidé. Il y a des gens qui ont acheté grâce à ça, mais en même temps, il fallait quand même que les gens déplacent leur curseur, puis j'essaie toujours d'y aller en version paresseuse. Je veux que ce soit le plus facile et le plus simple possible pour mon monde. Fait que la publicité, on a ramassé 10 118 leads, puis ça a été 1% de nos leads qui se sont convertis en vente. 70% du budget était prévu pour aller chercher des leads, 10% était prévu pour booster mes publications, pour justement que les gens les voient, et 20% pour la vente et la consommation. Donc, dans le fond, je voulais que les gens aillent écouter les replays. Fait que dans ce 20%-là, on a mis aller écouter les replays et un pourcentage c'était acheté. Puis c'était vraiment du reciblage. Fait qu'on allait chercher les gens qui avaient consommé la semaine, qui étaient dans mon groupe. Ah, c'est vrai, j'ai une autre stratégie, c'est ça. J'ai une autre stratégie qui a été dans ma stratégie publicitaire de amener des gens dans mon nouveau groupe Facebook.
ça faisait beaucoup de façons d'aller chercher des leads. Beaucoup, beaucoup de façons d'aller chercher des leads. Fait qu'on avait le groupe, le magazine, le quiz. Je te dis que c'était trop. Donc, ça a été un peu la faiblesse. Mais en même temps, ça nous a permis quand même d'atteindre nos objectifs, d'aller chercher le nombre de leads qu'on voulait, mais le taux de conversion a été plus bas. Puis je pense que le taux de conversion, s'il a été bas, c'est parce qu'il y avait trop d'affaires. Puis à un moment donné, les gens se sont perdus à travers les différents chemins pour arriver à moi. Donc, l'année prochaine, je vais simplifier le processus. Mais au bout du compte, c'est quand même un 74% de profit. Fait que, tu sais, je regrette pas l'investissement publicitaire que j'ai fait. Tu sais, ça m'a coûté au total la publicité avec le coût pour le travail d'Audrey plus le coût publicitaire 50 000. Fait que 50 000, quand tu fais 270 000, c'est parfait, là, tu sais, puis il me reste 200 000 dans mes poches. Fait que voilà. Et l'autre stratégie que je voulais te parler, qui est la dernière stratégie que je voulais te parler, c'est la stratégie d'appel avec moi. Cette année, j'ai décidé de faire des appels découvertes pendant le lancement. Habituellement, je fais pas d'appels découvertes pendant le lancement. Les gens peuvent m'écrire puis m'envoyer des messages sur Messenger, puis ben je réponds aux gens comme ça. Mais là, j'ai vraiment décidé d'ouvrir. Puis je l'ai annoncé vraiment un peu comme un happening. J'ouvre pas souvent des appels, seulement en période de lancement, parce que d'habitude, c'est pas moi qui fais les appels découvertes dans mon entreprise, c'est mon équipe. Mais là, j'ouvre la place pour des appels et je vais prendre les filles qui veulent faire partie du VIP. Fait que les appels, c'était précisément pour les filles qui voulaient s'inscrire au VIP. Mais finalement, il y a des filles là-dedans qui ont acheté du coaching one-on-one. J'ai 5 filles qui ont acheté des coachings one-on-one là-dedans. Puis je pense au total, j'ai eu 12 appels, puis j'ai vendu 11 sur 12. J'ai fait 11 ventes sur 12. Fait que, tu sais, quand je fais des appels découvertes, il y a de fortes chances que ça se transforme en vente, tu sais, parce que les filles me connaissent, les filles veulent me parler, moi je peux saisir leurs problèmes, voir comment je peux faire pour les aider, puis tu sais, il y en a une que je sentais que je pouvais pas aider, puis tu sais, j'ai été super honnête puis transparente avec elle, elle a rien acheté, ce qui est parfait. Donc voilà. Alors ça a été une autre stratégie, puis je vais la refaire probablement l'année prochaine aussi d'ouvrir des appels pendant cette période-là avec moi. Puis tu sais, comme mon horaire était complètement libre, puis à 100% pour le lancement, chose que des années avant, je faisais pas, puis j'étais tout le temps occupée, puis je faisais plein de choses. Là, maintenant, quand je suis en lancement all-in à 100%, mais là, ça fait la différence. Cette année, j'ai essayé quelque chose aussi de nouveau en termes d'appel. J'ai laissé mon numéro de téléphone cellulaire par courriel. J'ai donné mon vrai numéro de téléphone cellulaire. J'ai reçu des messages de mes amis qui me disaient à quel point j'étais folle de donner mon numéro de cell à toute ma liste parce que j'ai quand même une liste de genre 20 000 courriels. Fait que, tu sais, j'ai donné mon numéro de téléphone à 20 000 personnes. Et pour vrai, je le savais pas si il y allait avoir beaucoup de monde. Mais tu sais, j'en avais parlé avec mon coach Martin Latulippe qui m'avait dit, moi, je l'ai déjà fait cette stratégie-là à un de mes derniers lancements. Puis il dit, j'ai pas eu tant d'appels. J'ai eu, je pense qu'il y avait eu une dizaine d'appels. Puis Martin a une liste beaucoup plus grosse que la mienne. Puis il a une plus grosse communauté puis une plus grosse clientèle que la mienne. Fait que je me suis dit, si Martin il en a eu 10, ben d'après moi, je devrais m'en sortir. Finalement, j'ai eu 4 appels dans cette journée-là, un pertinent sur 4. Ben, un pertinent. C'est pas que les autres n'étaient pas pertinents, mais il y en a que il y a un appel que c'était une femme plus âgée qui me suit depuis longtemps, puis tu sais, super agréable, cette dame-là, vraiment le fun. J'ai jasé avec elle, c'était le fun. Mais elle, c'est pas une cliente potentielle, tu sais, c'est une femme, je pense, qui m'a connue à la télé, puis elle me suit, elle lit mes courriels à chaque semaine, mais elle achèterait pas mes programmes. Je pense qu'elle avait 80, là, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'était super agréable de jaser avec elle, puis j'ai trouvé ça super le fun. Il y a une autre fille qui m'a juste dit, ben, moi, je t'appelle parce que tu m'as laissé ton numéro de téléphone. Puis j'étais comme, OK, est-ce que tu as des questions pour moi? Ben, je t'appelle juste parce que tu m'as laissé ton numéro. Il y a une autre personne, oui, c'était pertinent. Une personne avec qui j'ai parlé, que c'était un gars justement super le fun, je pense qu'il écoute mes podcasts, vraiment vraiment le fun, c'est un coach. Fait que lui ça a été super pertinent de jaser avec lui parce que il me suit puis ben il a apprécié que de pouvoir me parler au téléphone puis on a jasé puis c'était super le fun. Puis l'autre appel, c'était une fille justement que elle a acheté. Fait que tu sais dans la stratégie de téléphone, ça n'a pas tant marché. Je voulais l'essayer. Je me suis dit, tu sais, peut-être. Mais je dis que ça n'a pas marché, sauf que Martin m'a amené un bon point. Puis il me disait, tu sais, Steph, il n'y a pas tant de monde qui vont t'appeler. Sauf que le fait que tu donnes ton numéro de téléphone, ça peut aussi créer l'aspect de confiance. Les gens sont comme, waouh, si elle donne son numéro de téléphone, c'est qu'elle croit vraiment en son produit puis qu'elle croit vraiment en ce qu'elle fait. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a eu des ventes cette journée-là. Fait que
c'est difficile de savoir à quel point la stratégie téléphonique a vraiment fonctionné ou pas, mais tu sais, c'est ça. Ça dépend comment on le voit. Tu sais, il y a toujours des chiffres ou des stats qui sont plus durs à aller chercher. Donc, ça a vraiment été ça, mes stratégies cette année. Stratégie d'infolette, mais j'ai été vraiment une machine côté infolette toute l'année. C'est la première fois que j'étais autant constante dans mes infolettes à chaque semaine. Ça l'a payé cette année, clairement. Ça, c'est un gros highlight pour ma stratégie d'infolette. Ensuite, stratégie de contenu créative. Ben, ça aussi, ça a été un de mes gros succès, là. Ma stratégie de contenu organique a super bien fonctionné. Je pense que j'ai eu à peu près 2 reels virales par mois à plus de 80 000 à 100 000 vues depuis le mois de juin, à partir du moment où j'ai commencé à mettre en place ma stratégie. Fait que ça a super bien fonctionné. Stratégie d'affiliation, je suis allée dans la légèreté. On a commencé léger, mais très satisfaite de justement cette belle affiliation-là avec Jacinthe. Puis j'aimerais ça en faire d'autres l'année prochaine. Ensuite, stratégie publicitaire, si on regarde le profit qui a été fait, clairement que ça n'a pas coûté trop cher. Si on regarde justement que on est à 74% de profit. Et la stratégie d'appel a super bien fonctionné. Finalement, toutes les stratégies ont fonctionné. Il y a toujours des moins bons coups, puis des bons coups. Puis tu sais, dans chaque stratégie, il y a des hauts, puis dans chaque stratégie, il y a des bas, puis des optimisations à faire. Mais moi, je pense sincèrement que c'est un amalgame de toutes ces stratégies-là qui ont fait mon lancement à succès. Et c'est quoi la suite? Ben, la suite, je te dirais que je vais relancer les communicatrices flyées l'année prochaine. Fait qu'en 2024, probablement à l'automne aussi, octobre, dans ces eaux-là, je vais relancer. J'ai le goût de continuer d'y aller une fois par année parce que c'est de la job, préparer un lancement. Puis ça fait partie peut-être des points faibles. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mettre le magazine, faire les sketchs, faire le contenu. Beaucoup de travail. Je t'avouerai qu'on a été pas mal épuisés, la gang, parce que ça a été beaucoup de travail et c'est comme si on n'avait pas calculé la charge de tout le travail qu'on avait. Je pense que cette année aussi, j'ai voulu essayer plein d'affaires, que ce soit l'affiliation, que ce soit le quiz, que j'avais jamais fait un quiz, j'avais jamais fait de magazine. Fait que c'est comme si j'avais mis trop d'aspects de nouveauté dans un seul lancement. Et comme c'était nouveau pour tout le monde, ben ça prend toujours plus de temps, la nouveauté. Fait qu'on a fait ça en 6 mois, toute cette préparation de lancement-là. Et honnêtement, on a couru. Donc, l'année prochaine, on commence là. On commence le lancement, genre là. En décembre, on commence le lancement. Pas tout. Tu sais, je suis pas rendue à penser au concept créatif. Je suis pas rendue au photoshoot, puis c'est quoi les sketchs. Je suis pas rendue là du tout, du tout. Mais c'est juste à vraiment placer la structure, puis commencer à faire les tâches qui sont faciles à faire. Tu sais, les courriels de vente, tu sais, les choses de base, le Kajabi, ces choses-là. On commence dès maintenant. Comme ça, ben, ça va nous éviter d'être essoufflés l'année prochaine. Puis ça, c'est un bel apprentissage pour le futur. Fait que voilà, ça, c'est ça. J'espère que ça a répondu à tes questions. J'aime toujours ça, faire l'autopsie, décortiquer, parce que sinon, tout le monde me pose la question, tu sais, dans mes ateliers, dans mes formations, dans mes coachings one-on-one, les filles sont comme, comment t'as fait? C'est quoi tes stratégies? Voilà, c'est là, c'est dans le podcast. Fait que comme ça, ben, tu le sais. Puis je suis toujours honnête, transparente. Fait que j'aime te parler des moments de stress que j'ai vécu. J'aime te parler des moins bons coups, mais aussi des bons coups qui fait que ce lancement-là a été un très beau lancement. Fait que merci d'avoir été là. Je suis super contente. Puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as aimé ça, cet épisode-là, où est-ce que je t'ai décortiqué le lancement, viens me le dire parce que je vais continuer de le faire l'année prochaine. Et ben nous, justement, on se retrouve pas l'année prochaine, mais la semaine prochaine. Ciao! Bye!